Club BFM Crypto chaque après-midi aux alentours de 16h35 si vous souhaitez découvrir, explorer cet univers extrêmement volatile tout en vous rappelant qu'il ne faut investir que l'argent que l'on est prêt à perdre. Tout cela est toujours en construction et surtout très spéculatif. Il nous accompagne cet après-midi Lilian Aliaga, rédacteur chez Cryptos. Bonjour Lilian. Bonjour Guillaume. Et bienvenue William O'Rourke. Bonjour William. Bonjour Guillaume. Associé cofondateur du cabinet Orwell. Avocat au barreau de Paris. Puis nos deux analystes techniques, notre match du mardi, Vincent Gann et Xavier Fenot. Bonjour messieurs. On est ravis de vous retrouver. Vincent Gann, analyste technique indépendant, et Xavier Fenot, analyste technique pour Interactive Trading. Xavier, quel potentiel désormais sur le Bitcoin après la chute incroyable des dernières semaines? C'est vrai qu'on a pris un coup dans l'aile depuis ces derniers jours et depuis jeudi dernier. On est revenu sur les niveaux annuels qui sont défendus. Tout le monde les connaît, les fameux 30 000 $ sur le Bitcoin. Mais je trouve que ce qui est plus intéressant, c'est regarder un petit peu plus large, notamment sur la capitalisation totale, donc de l'ensemble des à peu près 20 000 cryptos qu'on a, le nombre de coins qui sont en circulation multiplié par leur valeur. Ça nous donne, sur cette capitalisation totale, 1200, 1300 milliards de dollars. Alors, ça risque de pas parler à grand monde, mais c'est important parce que c'est le même niveau qu'on avait connu et qu'on avait tapé l'été dernier. L'été dernier, l'ensemble du marché des cryptos avait perdu, donc sur cette capitalisation totale, 50% de sa valeur. Et c'est au même moment que le Bitcoin était en train de travailler les 30 000 $ pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et là, on se disait à ce moment-là, ça y est, le Bitcoin va passer sous les 30 000 $, on va descendre d'un étage, on va accentuer la baisse, etc. Et c'est à ce moment-là que derrière, il y a un rallye qui s'est opéré, qu'on a fait des nouveaux records historiques et les fameux 3 000 milliards de dollars de capitalisation sur l'ensemble du marché des cryptos. Donc cette zone-là qu'on est en train de travailler, avec cette frayeur, cette peur, cette purge à court terme, ce qu'on peut appeler plus techniquement un spike. Donc c'est une réaction rapide et violente à très court terme. Pour le moment, voilà, on respire, on reprend un peu nos esprits, mais rien n'est acquis pour le moment. Donc d'un côté, on est revenu sur ce garant un peu de neutralité de la tendance depuis un an, parce que je rappelle quand même le Bitcoin depuis un an, finalement, on est entre 30 000 et 65 000 avec des grosses variations, et vous l'avez dit juste en introduction que ça reste très volatile. On a marqué un point d'arrêt à court terme, mais tout ce qui s'est passé ces derniers jours, et je ne vais pas le rappeler parce qu'on en a largement parlé ici, on ne va pas l'oublier en 3 jours. Donc il faudra que le Bitcoin repasse et regagne un peu la confiance pour que derrière, ça soit ramené finalement à l'ensemble du marché des cryptos et des altcoins qui repasse et qui s'installe surtout au-dessus des 33 000 $, 34 000 $. Tant qu'on reste en dessous, on aura toujours une pression à court terme, mais il ne faudra surtout pas enfoncer les 27 000 $ parce que là, on aurait un peu plus d'inquiétude à faire. Vincent, vous partagez ces niveaux techniques que décrivait Xavier à l'instant sur le Bitcoin? Oui, tout à fait, je partage ce que vient de dire Xavier. Alors pour compléter, c'est un rebond technique court terme qui n'est pas forcément intrinsèquement lié au marché crypto, ni au cours du Bitcoin, mais en fait à l'ensemble des actifs risqués. En fait, depuis jeudi après-midi dernier, mais vous savez, vous en parlez toute la journée sur l'antenne, le marché action rebondit. Les grands indices boursiers américains, les grands indices boursiers européens rebondissent. Ça, c'est un facteur de soutien du marché crypto qui, effectivement, se stabilise sur ce gros support technique dont vient de parler Xavier. Alors, à ça s'ajoute un autre élément intermarché important qui est notable, qui est enfin l'entrée en consolidation du dollar américain face à un panier de devises. Vous en avez plusieurs illustrations, le rebond de l'euro-dollar, le rebond du cours de l'argent métal, le rebond du cours de l'or, et ça participe au rebond technique court terme du cours du Bitcoin. Alors, le troisième aspect, le marché avait atteint, mais c'était aussi valable pour le marché action, un niveau de peur extrême. Ça, c'est l'approche contrarienne en analyse technique, l'analyse du sentiment du marché. Voilà, tous ces facteurs combinés, c'est le rebond technique court terme. Maintenant, attention, moi je regarde des graphiques d'horizon de temps supérieur et nous ne sommes pas encore face à un marché qui, à la différence de l'été dernier, avait construit une configuration de renversement haussier moyen long terme. Là, c'est vraiment simplement une première stabilisation, donc prudence. Et les seuils qu'a cités tout à l'heure Xavier, je suis parfaitement d'accord avec lui. Bon, voilà, sur le Bitcoin, évidemment, principal crypto en termes de capitalisation. L'Ether, de son côté, cote actuellement, ou vaut actuellement, pour être beaucoup plus précis, 2067 $. Merci à l'un et à l'autre. Xavier Fenot, Interactive Trading, et Vincent Gann, analyste technique indépendant, et qui nous accompagnent tous les deux pour ce match, entre guillemets, chaque mardi. C'est vrai que l'actualité reste vraiment marquée par ce qui s'est passé sur le stablecoin UST la semaine dernière. On continue d'en parler, ça continue d'éclabousser l'ambiance sur le marché Web3 et des cryptos. Lilian, le plus dur, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage.
Terra terrassé. Son fondateur soumet donc une proposition de fork à la communauté, une sorte de plan de relance pour faire redécoller Terra. C'est ça, un véritable plan de relance. Alors c'est Do Kwon, le cofondateur de la blockchain Terra, qui a proposé à la communauté un fork de la blockchain. Alors concrètement, un fork, qu'est-ce que c'est ? C'est on rembobine la blockchain, on repart à un instant T où tout allait bien, avant le crash donc notamment, et puis on sépare la blockchain en deux branches, une branche qui est celle qu'on connaît actuellement, l'ancienne branche, et puis une nouvelle branche qui repart sur des bases plus saines avec un nouveau token notamment. En l'occurrence ici on parle de renommer la blockchain Terra qu'on connaît actuellement en Terra classique avec le token Luna qui serait le Luna classique en référence peut-être à ce qu'on a connu en 2016 avec Ethereum. Bref, dans ce plan de relance, il y a une information qui pourrait intéresser nos auditeurs et nos téléspectateurs, notamment ceux qui ont investi dans le Luna, puisqu'on parle de récompenser les détenteurs de Luna avec un airdrop de ce nouveau token Luna qui constituerait la prochaine blockchain. En l'occurrence, ceux qui détenaient des Luna à date du 7 mai dernier se partageront 35% de la supply de ce nouveau token, au prorata de ce qu'ils détenaient bien entendu, et ceux qui détiendront du Luna au 26 mai prochain se partageront 10% de la supply de cette future monnaie. Donc c'est, on va dire, un petit soulagement pour ceux qui possédaient des Luna malgré les grosses pertes qu'ils ont subies la semaine dernière. C'est une bonne idée ? C'est pas forcément une bonne idée, ça n'a pas été très bien reçu par la communauté crypto, notamment du côté de la communauté Terra, qui aurait préféré qu'on essaye de sauver la blockchain, clairement, d'essayer de sauver l'UST. Et ça n'a pas non plus été bien reçu par Changpeng Zhao, le PDG de Binance, qui en a parlé justement hier et qui a expliqué que pour lui c'était une très mauvaise idée, que ça ne servait strictement à rien, qu'il aurait mieux valu utiliser les bitcoins qu'ils avaient en réserve pour essayer de sauver le peg de l'UST. Ouais. Il est bien passé pour en parler parce que Binance, donc CZ, le patron de Binance, société, principale exchange au monde, elle-même éclaboussée par ce qui s'est passé et impactée par la chute de l'UST. Exactement, on l'a appris hier sur Twitter, il a expliqué dans une petite série de tweets où il nous a dit justement que Binance était exposé directement à l'écosystème Terra. Ils avaient investi dans l'écosystème Terra il y a 3 ans, à peu près 3 millions de dollars, d'après ce qu'il nous dit. Ils ont récupéré 15 millions de tokens Luna, qui étaient valorisés au pic 1,6 milliard de dollars, c'est-à-dire à l'ATH du Luna, finalement, à son prix le plus haut sur le marché. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a strictement rien vendu. En tout cas, Binance n'a pas touché à ces tokens, le portefeuille est intact. Et du coup, le portefeuille, aujourd'hui, il ne vaut plus que 3 000 dollars. Contre, on rappelle, il est passé donc ce portefeuille de 1,6 milliard de dollars 1,6 milliard de dollars à 3 000 dollars. Il était passé avant de 3 millions de dollars à 1,6 million de dollars fois 560, quand même un bel investissement. Mais derrière, voilà, on n'a plus rien sur le portefeuille. Donc ça, c'est un peu la mauvaise nouvelle. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'ils ont investi aussi dans l'UST. Et vous le savez, l'UST, encore le fameux protocole proposait 20% de rendement sur l'UST. Et ils en ont profité, ils ont réussi à faire 12 millions de dollars d'UST grâce à ça. Alors encore une fois, à valeur de l'UST aujourd'hui, c'est-à-dire moins de 0,1 dollar. Donc bon, ça reste encore, ça aurait pu être beaucoup mieux, mais ils ont encore 12 millions de dollars et Changpeng Zhao a proposé de l'offrir à la fondation Terra afin qu'ils puissent rembourser ceux qui ont essuyé des pertes justement via le protocole Encore. Alors pour le moment, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais ce qui est sûr, c'est que ça toucherait plutôt ceux qui justement utilisaient Encore. C'est pour ça qu'il y a eu quelques déçus du côté notamment des utilisateurs de Binance, parce qu'il y a eu pas mal d'utilisateurs qui avaient verrouillé leur token sur Binance. On pouvait verrouiller 1 mois, 3 mois, 6 mois. Donc ils ne pouvaient plus toucher à leur token la semaine dernière. Ils se sont retrouvés à prendre la tempête en pleine face. Et aujourd'hui, ils se plaignent du fait que Binance, en tout cas Changpeng Zhao, ne pense pas à eux en premier lieu pour le remboursement. Promis, on va parler d'infos et d'actu positives aussi dans un instant, mais qui est responsable puisqu'on parle de cette chute de l'UST, de tout l'impact, les éclaboussures pour l'ensemble de l'écosystème, ou une grande partie en tout cas, qui est responsable, William ? Sur le plan juridique, on peut aller chercher des responsabilités à 2 niveaux, c'est-à-dire au niveau du protocole lui-même. On vient de parler, et là il y a encore des tentatives de sauvetage de la blockchain. Là-dessus, je précise directement que c'est extrêmement compliqué. On est sur des technologies innovantes, des protocoles décentralisés, donc par définition, c'est compliqué d'aller chercher un responsable. Il y aurait une fondation qui est installée quelque part, mais je pense qu'il ne faut pas rêver. C'est-à-dire que, et de toute façon, je ne pense pas que les personnes à la tête du protocole puissent faire grand-chose. Et ça nous amène à un deuxième niveau qui est plus proche de nous et plus proche des gens qui nous écoutent. C'est celui des intermédiaires qui ont distribué ce token et surtout ceux qui ont conseillé à leurs clients d'investir ce token. Donc c'est un type d'intermédiaire particulier, c'est ceux qui font de la gestion de portefeuille ou du conseil en investissement. Et là-dessus, on est dans une situation
qui commence à se tendre avec les régulateurs, parce qu'il y a évidemment, ça attire la lumière sur ce type d'activité. Surtout qu'il y avait ce paradoxe entre de la stabilité promise et en réalité des grosses pertes à la clé. Et donc là-dessus, on peut s'attendre à un renforcement de la réglementation et peut-être même à des actions contre certains intermédiaires qui auraient conseillé leurs clients d'investir là-dessus. D'accord. Et puis il faudra suivre l'évolution de la réglementation, bien sûr. On a des questions d'auditeurs en termes fiscal. Cette question de l'un d'entre eux, et vous n'hésitez pas, vous qui nous suivez aussi sur notre site bfmbusiness.com, à venir taper, nous envoyer vos questions. On essaie d'y répondre le plus souvent possible. Un auditeur qui nous demande, les pertes enregistrées seront-elles dans la déclaration de revenus l'an prochain imputables aux plus-values? Voilà. Est-ce qu'on peut, comme en bourse, imputer dans cet univers les moins-values aux plus-values pour au moins essayer fiscalement d'en tirer quelques fruits malgré tout et de tirer quelques fruits de ces misères? Les bonnes nouvelles devront attendre encore la prochaine question, puisque la réponse est non. La fiscalité française là-dessus est très claire. Il n'y a pas de report des moins-values d'une année sur l'autre. Vous êtes taxé sur vos plus-values sur l'année civile, mais vous ne pouvez pas reporter vos moins-values. Bon, on a d'autres questions, on va vous les poser dans un instant. Et aussi quand même du positif, malgré tout, dans l'univers Web3, la vie continue quand même. On va notamment insister sur ce qu'il se passe autour d'Emirates. Heureusement, Emirates est là pour venir remonter le moral. En tout cas, Emirates, la compagnie Emirates, prévoit d'accepter le Bitcoin. On pourra acheter ses billets d'avion en Bitcoin et Emirates se lance carrément dans le Web3. Le Web3. Tout à fait. Lilian. Emirates qui est la première compagnie aérienne des Émirats Arabes Unis et qui a annoncé donc qu'ils désormais ils vont accepter le Bitcoin en tant que moyen de paiement. Alors c'est pas la première fois que ça arrive d'ailleurs pour une compagnie aérienne. On a vu Air Baltic qui depuis 2014 accepte les paiements en Bitcoin et d'ailleurs depuis l'année dernière aussi en Ether et en Dogecoin. Mais là on parle vraiment d'une vraie transition vers le Web3. Ils envisagent de s'intéresser notamment à la technologie des tokens non fongibles, des NFT, du métaverse pour proposer des expériences utilisateurs plus poussées pour leurs clients, pour améliorer aussi la formation de leur personnel. Et puis aussi ils envisagent de sortir une collection d'NFT classique encore une fois. Moi je trouve ça très intéressant comme proposition parce que c'est vrai qu'avec les blockchains de type blockchain à smart contract, on peut justement améliorer les processus dans ce genre d'industrie, dans l'industrie de l'aviation. On peut par exemple envisager que la compagnie aérienne automatise le principe de remboursement de vos billets. Si vous avez eu un retard par exemple ou une annulation de billets, automatiquement l'argent grâce à un smart contract qui est correctement codé, l'argent retourne dans votre portefeuille. Ce serait merveilleux, c'est tellement galère souvent d'obtenir des remboursements. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'améliorations comme ça de processus qui peuvent être envisagées via la blockchain. Et dans ce cas-là, je pense que c'est très intéressant qu'ils s'y penchent dès aujourd'hui. D'accord. C'est un projet qui avait vu le jour, je crois, il y a quelques années avec AXA en France, qui avait expérimenté exactement sur ce sujet. C'est-à-dire votre avion a plus de 2 heures de retard, vous pouviez obtenir un remboursement. Alors, il y avait eu un petit problème d'adoption à l'époque, mais c'est peut-être en train de changer. On sait qu'AXA sont intéressés par le domaine. Ils se sont lancés dans le métaverse de The Sandbox très récemment. Donc c'est pas idiot. Je connaissais pas le truc, mais et on va continuer d'explorer toutes les potentialités de cet univers. Cette fois à travers la musique, Spotify de son côté teste les tokens non fongibles, les NFT, sur les profils d'artistes. Ça aussi, c'est un pas supplémentaire et le signe que, même si on parle beaucoup de l'UST, etc., qui souffre, l'écosystème continue quand même d'essayer de grandir. Lilian. C'est vrai. Spotify, alors pour le moment, c'est encore une transition assez timide vers le Web3. Timide, mais réfléchie. Vous verrez pourquoi je dis ça. Pour le moment, ils souhaitent proposer aux artistes de mettre en avant leur NFT directement sur leur profil sur Spotify. Ils vont proposer ça d'abord en phase de test aux utilisateurs des États-Unis et aux utilisateurs des smartphones Android, donc ça va être un petit test. Ils vont en parallèle demander à tous les utilisateurs de Spotify à travers le monde de donner leur avis sur la technologie des NFT et ils vont essayer d'y aller tranquillement comme ça pour ne pas brusquer la communauté, pour ne pas froisser non plus leurs utilisateurs. Et puis si ça fonctionne bien, si les utilisateurs sont réceptifs, ils vont peut-être passer à la phase suivante qui est donc de directement proposer des NFT d'artistes via leur profil Spotify qui peut être quand même très intéressant. Bon, pas de profil d'artiste en vue pour vous, William, prochainement? Pas encore, mais non, je rigole. Oui. Non, c'est pas prévu. Bon, on va répondre à toutes ces questions que nous envoient aussi nos auditeurs et téléspectateurs. C'est vrai, face à cet univers encore en construction, notez que la régulation des crypto-devises sera discutée à la réunion des ministres des Finances du G7 en Allemagne, donc cette semaine, à l'occasion de la réunion donc des ministres des Finances du G7 prévue en fin de semaine. C'est ce qu'annonce François Villeroy de Galhau pour la BCE et surtout en tant que membre et surtout gouverneur, pour être plus précis, de la Banque de France. On a vu la fiscalité
Portugal évoluer. Des annonces récentes sur la fiscalité au Portugal, c'est un bon signe, un mauvais signe? Est-ce que ça pourrait faire donner l'exemple par ailleurs dans cette période où chacun essaie de trouver sa grammaire en matière de régulation des crypto-devises? Qu'est-ce qu'on doit penser de ce qu'a annoncé le Portugal, William? En fait, si vous me permettez de reformuler votre question, c'est que le Portugal était considéré comme un paradis crypto, et c'est un endroit où d'ailleurs qui est assez agréable à vivre, et il continue d'attirer un certain nombre de personnes de la communauté crypto en France, mais également d'autres pays. Et la question, c'est que là, le ministre des Finances portugais vient d'annoncer qu'il réfléchissait très très sérieusement à appliquer au Portugal en fait la fiscalité des instruments financiers qui est peu ou prou la même qu'en France. Donc une flat tax à 28%. Et en fait, là, on voit que c'est absolument pas une surprise pour les gens qui s'intéressaient à ce sujet ou qui suivaient cette question. Pour une raison simple, c'est que le Portugal, en fait, n'est pas un vrai paradis fiscal, ou n'était pas un vrai paradis fiscal, puisqu'en fait, c'était juste un pays qui n'avait pas pris de position sur la question. Et donc, ça pose en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que déjà, ce pays-là s'est positionné là-dessus, ce qui fait que voilà, c'est un sujet qui prend de l'importance au Portugal. Et deuxièmement, c'est aussi évidemment pour les personnes qui souhaiteraient déménager dans des juridictions plus favorables, il y a évidemment toujours cette question de un pays qui n'a pas pris de décision et qui n'a pas pris de loi. C'est un pays où vous pouvez avoir des surprises. Et à l'inverse, un pays comme la France où on a un cadre très strict, etc., ça peut aussi être une forme de stabilité. Voilà, c'est un appel et un avertissement à ceux qui seraient éventuellement tentés d'aller voir ailleurs pour y placer leurs investissements dans Exactement. des pays les moins régulés. Oui, mais du coup, ça risque de vous tomber dessus un jour. Alors que dans les pays régulés, là, vous avez peut-être un peu plus de visibilité. C'est quand même l'intérêt de la régulation. Binance, justement, qui a obtenu l'enregistrement PSAN, c'était, je crois, la semaine dernière, il y a 2 semaines maintenant. Le temps passe. Qu'est-ce que ça va changer? C'est une question que nous envoie Alexandre. Qu'est-ce que change l'enregistrement PSAN pour Binance? Alors oui, parce qu'on a beaucoup parlé de ce que ça allait changer pour Binance, mais là on va parler plutôt de qu'est-ce que ça va changer pour l'investisseur français. Alors principalement 2 choses. La première, qui on va dire accessoire ou cosmétique, c'est que Binance va pouvoir faire de la communication en France de manière beaucoup plus active et proactive que ce qu'il faisait jusqu'à maintenant. Donc des publicités ciblées, pourquoi pas des publicités aussi dans le métro. Je me souviens de la campagne de Coinhouse qui avait fait pas mal de bruit et qui avait été un beau succès, je crois. Donc on peut anticiper un développement de Binance en France assez fort. Et ensuite évidemment, c'est aussi, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les personnes qui s'estimeraient lésées par je sais pas, ou si Binance a un dysfonctionnement, c'est que Binance va pouvoir, il y aura, on va dire, des voies juridiques pour agir contre Binance qui vont être vraiment simplifiées. Ouais. Et notamment, les investisseurs qui s'estimeraient lésés pourront saisir le médiateur de l'AMF. Qui est donc un médiateur financier. Je précise en passant que c'est également une bonne nouvelle pour Binance et pour les PSAN, pour tous les PSAN, parce qu'en fait ce médiateur a des vraies compétences en crypto et ça évite à des acteurs crypto d'être jugés avec tout le respect que je peux avoir pour les magistrats, mais bon, on va dire qu'ils ont un niveau de compréhension du sujet qui parfois est variable et c'est aussi une manière d'éviter des jugements peut-être un peu absurdes qui auraient pu arriver dans les tribunaux d'instance de France et de Navarre. D'accord. Donc l'investisseur pourra compter sur l'appui de l'AMF en cas de souci avec Binance. Pour résoudre ces litiges, exactement. À travers le médiateur de l'AMF. Exactement. On connaît bien sur BFM Business, c'est Marielle Cohen-Branche qui nous accompagne très régulièrement. Bon, Lilian, là-dessus, c'est plutôt on rappelle, Binance a obtenu l'enregistrement, pas l'agrément PSAN. L'agrément, c'est quoi la différence entre l'agrément et l'enregistrement? Alors, c'est une grosse différence, parce qu'en fait, l'enregistrement PSAN, c'est une procédure qui permet de faire ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire de communiquer, de pouvoir saisir ou être saisi par le médiateur de l'AMF. Et c'est surtout une très bonne nouvelle pour les pouvoirs publics, puisque ça oblige l'acteur enregistré à respecter les mesures de lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale. Donc, vous imaginez l'impact pour les pouvoirs publics. L'agrément, il a une toute autre nature puisqu'il apporte des garanties en termes de protection des fonds et de protection, on va dire, des épargnants qui sont beaucoup plus fortes, prévention des conflits d'intérêts, etc., etc. Lilian? Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on aura donc une entité Binance française désormais. Et donc, en tant qu'utilisateur de Binance, on n'aura plus besoin en 2024, attention, on a le temps encore, de déclarer son compte Binance comme un compte à l'étranger, ce qui est en ce moment d'ailleurs le cas. Il faut ne pas oublier de déclarer ses comptes. Ah d'accord, donc alors voilà, dans la déclaration de revenus qu'on remplira l'an prochain, ce sera encore un compte à l'étranger ou pas? Exactement, oui. Et c'est à partir de 2024? À partir de 2024. Exactement.
Voilà. Tout à fait. Plus besoin de déclarer son compte Binance. Voilà. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. C'est concret, précis et surtout, on l'espère, utile. Lilian Aliaga, rédacteur pour Cryptos. William O'Rourke, associé cofondateur du cabinet Orwell, régulièrement tous les deux sur notre antenne. Merci beaucoup. Dans un instant, on va débriefer la séance du jour sur les marchés financiers. Le CAC 40 va bien. Merci pour lui. Il gagne en ce moment un peu plus d'1%. On en reparle dans quelques instants.